Bonsoir à tous, je vais enlever la souris, ça ne sert à rien. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de réactivité granulaire et de comment on peut faire de la réactivité granulaire en utilisant React, parce que c'est pas si évident que ça à faire avec React, et donc notamment comment on peut faire alors qu'on n'a pas de React Compiler, parce que pour l'instant, c'est pas encore sorti, ça va sortir sûrement avec la version 19, mais tant qu'on n'a pas la version 19, potentiellement, il faut un peu attendre. Et donc, en fait, c'est un retour d'expérience de comment on a pu faire à Pigment, qui est la boîte pour laquelle je travaille. Et donc, je vais vous parler un petit peu de réactivité. Mais la première question qu'on doit se poser quand on parle de réactivité, c'est qu'est-ce que la réactivité? Alors, la réactivité, elle est définie par plusieurs technos, mais je vais prendre une techno qui définit vraiment la réactivité, parce que c'est une des seules vraies définitions que j'ai pu trouver. Sur le site officiel de Vue.js, on a une définition qui nous dit que être réactif, c'est finalement dès qu'on va modifier un état, la vue va s'updater. C'est une manière, en fait, comme ils le disent, de rendre le management, enfin, la gestion d'état plus simple et plus intuitif en termes de développement. React le définit autrement. Enfin, c'est la même idée, mais finalement, React va nous dire que le DOM est une fonction des états, ou plutôt le rendu visuel, la vue est une fonction des états. Mais finalement, c'est ce que vous avez pu potentiellement voir à un moment ou à un autre dans une des versions de la doc de React. Je suis quasi sûr de la revue à un moment. Euh, Première question qu'on peut se poser, bah, c'est à quel point React est vraiment réactif, parce que après tout, potentiellement, il ne l'est pas, potentiellement, il l'est. Donc pour ça, on va s'intéresser à un exemple assez simple, c'est celui qui est ici. Dans cet exemple, on a 3 compteurs. Chaque compteur va avoir sa propre ligne, donc chaque compteur va avoir sa valeur et puis 2 boutons, un bouton de décrément, un bouton d'incrément. Et à la fin, on a une ligne qui représente un total. Ça va être la somme de tous les compteurs. Donc là, on a 3 zéros, donc 3 zéros, ça fait 0. Si vous vous intéressez à modéliser cette application qui est relativement simple, vous pourriez arriver à une archi, on va dire comme ça, de composants avec un composant app qui va instancier 4 sous-composants, une première instance qui va être un compteur, une deuxième instance un compteur, une troisième instance un compteur et un total. Euh, En général, ce genre d'appli, on va vouloir la rendre un peu vivante, donc on va rajouter des états. Ces états, il va y en avoir 3. On a un état pour le premier compteur, un état pour le deuxième compteur, un état pour le troisième compteur. Mais on a un petit problème, c'est que ces états, va falloir y accéder dans le total. Malheureusement, ces états, ils sont possédés par des compteurs, et les compteurs sont des composants frères et sœurs, on va dire, du total. Malheureusement, on ne peut pas accéder à leurs états. Une solution classique en React, ça va être de monter l'état d'un cran. On va monter nos états au niveau d'app, et donc finalement, app va posséder 3 états. Un état qui va être transmis au premier compteur, un état au deuxième, un état au troisième, et bien évidemment les 3 états pour le total. Maintenant qu'on a ça, on peut juste écrire le code et voir ce que ça donne. Donc le code est assez simple, je vous montre juste le code de app. Les autres codes sont assez rapides à envisager. Dans le code de app, on a 3 états. Chacun des états va être transmis à leur compteur respectif. Et les compteurs vont également récupérer une fonction d'incrément. Dans ce cas-là, je n'ai pas mis la fonction de décrément dans le cadre de l'exemple. Donc chaque compteur va récupérer une fonction d'incrément et bien évidemment le total, les 3 valeurs. Ce qu'on peut voir sur la droite de la slide, c'est ce que ça donne avec les React DevTools activés et l'option on va dire d'highlight des re-rendus. Donc sur la droite, dès que vous voyez un rectangle, on va dire un peu vert qui apparaît, ça veut dire tout simplement qu'il y a un re-rendu du composant. En React, re-rendre un composant, ça veut dire que la fonction du composant a été rappelée. Donc ce qu'on voit, c'est que dès lors qu'on va incrémenter ou décrémenter l'un des compteurs, tous les compteurs vont se recalculer, donc toutes les fonctions de rendu de nos composants compteurs vont se recalculer. Le rendu du total va être également appelé, mais on a également l'appel au composant app. La première fois que j'ai vu ça, je me suis posé la question de qu'est-ce que fait React? Parce que c'est assez surprenant. Je lui ai demandé d'updater un compteur. Alors, certes, la valeur du compteur a changé. Je m'attends à ce qu'il se recalcule, certes. Je m'attends à ce que le total se recalcule, parce que bien évidemment, le total a été changé. Mais alors, les deux autres compteurs, je suis un peu perplexe. Et puis, le composant app, pourquoi pas, mais ça paraît surprenant. J'étais un peu triste jusqu'au jour où je me suis dit, bon, de toute façon, un jour, ils feront quelque chose. Et ce jour est arrivé. On a un React Compiler qui arrive bientôt. Peut-être, peut-être pas. Et le React Compiler, c'est assez impressionnant parce que vous le mettez on et ça marche mieux, on va dire. Là, je m'amuse pareil. Même application, j'ai pas changé une ligne de code. J'ai juste mis une option pour activer le React Compiler. Et là, on peut voir que dès que je vais jouer avec l'un des compteurs, on va re-rendre le compteur, ce qui est normal.
on va re-rendre le total, ce qui est normal, le total subdate. On va aussi re-rendre app discutable, mais potentiellement, c'est OK. Moi, en général, quand j'utilise ce genre d'outil, je suis assez intéressé pour voir comment ça marche un petit peu derrière. Donc, React Compiler, ils sont assez sympas. Ils vous proposent un playground sur lequel vous pouvez jouer avec. Et vous pouvez mettre ce morceau de code et dire, bah, donne-moi à quoi ça ressemble. Donc là, ça tient pas dans la slide, malheureusement. Donc, je vais vous montrer la version des... Voilà. On va pas regarder en détail. Grosso modo, on a l'impression qu'on sort un petit peu un outil qui est assez puissant, je vais le dire comme ça, pour peut-être tuer une mouche, je sais pas. Et une question qu'on doit se poser, là j'ai parlé mon talk, en fait ça s'appelle pas réactivité parce que il s'appelle fine grain reactivity, donc réactivité granulaire. Est-ce que vraiment c'est de la réactivité granulaire, ce qu'on a avec le compiler? On va prendre la définition de SolidJS, qui pour le coup est un des rares frameworks à vraiment faire de la réactivité granulaire par défaut. J'utilise pas SolidJS personnellement, donc c'est juste une conclusion de mes recherches là-dessus. Sur de la réactivité granulaire, comment va le définir SolidJS, c'est que finalement, seuls les composants, voire même mieux, les éléments du DOM impactés par le changement vont se recalculer, pas plus, pas moins. Dans notre cas, si on va se dire qu'on s'arrête au niveau composant, en théorie, on devrait avoir le compteur et le total qui se recalculent. L'app, c'est pas tout à fait normal. Donc au niveau réactivité granulaire, on n'est pas loin. On a été beaucoup plus loin, mais on peut peut-être faire mieux. Donc parlons un petit peu de réactivité granulaire, parce qu'on peut faire mieux, et a priori, le React Compiler ne nous offre pas aujourd'hui toutes les options. Avant de parler de réactivité granulaire, je me présente, je m'appelle Nicolas. Je suis lead software engineer à Pigment. On fait des dashboards. Je vais vous en parler un peu plus longuement tout à l'heure. Je résume vraiment le dashboard, mais on fait plus que ça. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc notamment Blue Sky, et puis après GitHub. Et puis vous connaissez peut-être mon projet FastCheck pour faire des tests de property based. Alors parlons un petit peu de réactivité granulaire et de comment on peut faire de la réactivité un peu plus granulaire dans une application. Avant vraiment de rendre une application granulaire, le premier point important, c'est de comprendre ce qui ne marchait pas jusque-là, parce que essayer d'optimiser quelque chose sans le comprendre, c'est compliqué. Donc essayons de comprendre ensemble pourquoi ça ne marchait pas tout à l'heure. Donc on va reprendre notre app. Dans cette app, on a 3 compteurs. Ces compteurs sont avec les valeurs bleu, orange et vert. On les voit au niveau de app. Mais on va s'amuser à changer l'une de ces valeurs. Donc on va jouer avec le compteur numéro 3 et on va changer la valeur du compteur numéro 3 de vert à rouge. L'une des premières règles de React, et c'est peut-être celle-là qui nous cause quelques problèmes certaines fois, c'est que dès qu'un état est changé, le composant qui possède cet état doit se re-rendre. Pour cette raison, app doit se recalculer. C'est normal, il y a son état qui a changé. Donc app doit se recalculer. Ensuite, app va se recalculer finalement, pourquoi pas, c'est la règle. Dès que app se recalcule, app nous dit j'ai compteur, compteur, compteur et total. Il y a une seconde règle à partir de là, qui est dès qu'un composant se re-rend, tous les enfants de ce composant, sauf indication contraire, on va dire, doivent également se re-rendre. Donc, compteur, 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 total. Et c'est pour ça que tout à l'heure, tout le monde s'est re-rendu. Tout simplement, c'est la seconde règle de React pour la partie re-rendue. On a une dernière règle qui n'est pas appliquée ici, mais potentiellement, si vous avez utilisé des contextes, vous avez peut-être pu en souffrir. Si vous utilisez la Context API de React, qui est apparu en React 16, si je ne dis pas de bêtises, quand vous utilisez un contexte, donc quand vous faites le use context, vous pouvez considérer que tout ce qui va venir via ce use context, donc la valeur que vous avez passée à ce contexte, peut être quasiment considéré comme un état de votre composant. Donc dès que la valeur du contexte va changer, votre composant va être rendu. Et après, les règles qui suivent s'appliquent. Donc votre composant a un état, même si ce n'est pas le sien qui est updaté, et les composants enfants de ce composant vont également avoir à se rendre. D'où les problèmes souvent remontés sur les contextes et le fait que d'un point de vue performance, ça peut être un killer de performance. Basé là-dessus, on va essayer d'optimiser ce code. On va se baser sur les outils que React nous fournit par défaut, et donc on a ce code. Une première option, ça va être de mémoiser. Donc on se dit, pourquoi pas mémoiser le compteur? Parce qu'après tout, c'est celui qui nous intéresse, on rend trop de compteurs. Donc on va mémoiser le compteur. Pour mémoiser un compteur, rien de plus simple, on met un mémo autour, et puis voilà, en fait, c'est le seul changement, on a juste mis mémo. Puis là, on teste le code, parce qu'on vient de faire une optime, peut-être ça vaut le coup de regarder si ça marche. Donc pareil que tout à l'heure, on a cette app. J'ai fait une petite erreur dans la slide au début, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait,
il y a 2 props sur les compteurs. J'avais oublié celle-là, sur la première slide, donc j'ai pas repris toutes les slides, mais en fait, il y a 2 propriétés, il y a 2 props. Il y en a une, c'est la valeur du compteur et l'autre, c'est la fonction d'incrément. C'est important, ça peut avoir sa petite incidence sur comment ça va marcher. Donc on fait pareil que tout à l'heure, on passe de l'état vert à l'état rouge sur app. App se rerend. Donc là, pas de changement, on n'a rien fait là-dessus, c'est normal. Et ensuite, eh ben, en fait, notre optime n'a pas trop marché parce que nos compteurs, ils recevaient 2 props, une valeur. Donc la valeur, clairement, elle était stable. Donc le compteur bleu a toujours reçu la valeur bleue. Mais on recevait également une fonction d'incrément. Et cette fonction d'incrément, elle est nouvelle à chaque fois. Parce que si on regarde le code, la fonction d'incrément, c'est une lambda. À chaque fois qu'on appelle app, on recrée notre lambda. Donc là, on connaît tous les helpers de React. Donc on va juste faire un petit use callback. Et on est arrivé à peu près au niveau de performance qu'on avait sur le React Compiler. Donc voilà, et que ça, on est à peu près on par avec ce que faisait le React Compiler. On est content. Bon, Pigment, on ne fait pas ça parce que sinon, la perf, elle serait pas bonne pour nos usages. Donc, on a dû faire quelque chose d'autre. Mais c'est important d'avoir ces cas en tête parce que c'est les premières optimes qui permettent de comprendre comment ça marche et pourquoi ça ne marche pas aussi. Donc, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on fait dans le cas de Pigment et comment on fait pour avoir un peu plus de réactivité que ce qu'on a pu voir ici. À Pigment, on a des dashboards. Donc, ces dashboards sont faits de plein de données. Des données qui vont être des chaînes de texte dans certains cas, elles vont être des chiffres dans d'autres. Ces données vont être matérialisées sous forme de graphes dans certains cas. Là, on voit 2 graphes sur l'exemple. Et on va avoir des grilles. Des grilles peuvent avoir du formatting. Elles peuvent être triées, elles peuvent être filtrées. Elles peuvent avoir, on voit des petits sélecteurs en haut qui permettent de filtrer la donnée de manière côté utilisateur rapidement. Les datasets, là, j'ai des datasets très simples dans mon cas. C'est un dataset que je faisais pour des démos perso, comme ça, pour montrer l'application. Il faut imaginer qu'il y a des cas qui ne tiennent pas sur Excel. En général, tout le monde connaît Excel, donc je ne vais pas présenter Excel, mais on a des cas à plusieurs millions de cellules, ça ne tient pas dans Excel, et pourtant, c'est affiché dans Pigment. Et les clients peuvent scroller dans ce genre de table sans avoir à faire next, next, next de partout. Ils ont vraiment la grille, ils peuvent accéder à ces grilles. Dans Pigment, il y a un truc très important, c'est tout est temps réel. Donc les utilisateurs vont pouvoir inputter de la donnée, mais les autres utilisateurs à l'autre bout de la planète vont pouvoir regarder cette donnée en temps réel. Et ce qui dit update temps réel dit que les données vont être changées dans certains cas. Donc par exemple, les labels qu'on voit ici, donc Bianca et Bernard Médor, je reviendrai un peu plus sur ces labels, vont être mis à jour potentiellement par un utilisateur à l'autre bout de la planète. Et si on repense à notre problème de tout à l'heure du composant app qui a un état qui change, vu que ces états sont entre guillemets partagés entre ces composants, si on avait exactement la même approche que ce que j'avais sur le cas de app, on recalculerait tous ces composants en entier, c'est-à-dire toutes les cellules et toutes les barres aussi, quitte à faire. Donc on a dû faire quelque chose pour que ce soit un peu plus réactif. Donc là, je vous montre un petit peu ce que ça donne sur Pigment si on active les DevTools pour voir un petit peu ce qui se rend. Sur la vidéo que je montre ici, en fait, on voit que les cellules ou les headers qui sont re-rendus, donc celles où il y a un halo qui apparaît, sont uniquement celles où il y a réellement un changement. Donc ça va être des changements de données, des changements de formatting. Et dans certains cas, plusieurs cellules vont être amenées à changer en même temps. Et si plusieurs cellules sont amenées à changer en même temps, on va faire un rendu avec toutes ces cellules d'un coup. C'est pour ça que des fois, on en voit plusieurs se mettre à jour. Pour voir un petit peu comment on a fait à Pigment, on va prendre un cas simplifié. On va s'intéresser à une implémentation simplifiée d'une grille. Pourquoi une grille? Parce que la grille, c'est un des trucs où on a besoin, on a des problématiques de performance importantes, parce qu'il y a beaucoup de cellules. Donc là, c'est vraiment une petite grille, donc il y a beaucoup de cellules. Les problèmes de perf, on ne les verra pas là-dessus. Mais on va prendre ce genre de grille parce que finalement, c'est un cas représentatif des endroits où la performance va être critique, en tout cas dans notre cas à Pigment. Ce genre de grille, c'est ce qu'on appelle un tableau croisé dynamique. Si vous avez utilisé ou manipulé Excel, vous connaissez peut-être la notion, et sinon en anglais, un pivot table. Un tableau croisé dynamique, ça se base sur un set de lignes, souvent un CSV, et à partir de ce CSV et d'une configuration qui va dire qu'est-ce que je mets en colonne et qu'est-ce que je mets en ligne, on va pouvoir pivoter la donnée. Dans mon cas, en fait, les pivots vont être en colonne les espèces de poules. Et en dessous, Bianca, Bernard et Jasmine sont des noms de poules. J'avais des poules à une époque et c'est les noms de mes poules à cette époque. Et en ligne, on a les années. Donc c'est la définition de notre grille. En termes de code, ça ressemble à ça. On a des lignes. La première ligne, chaque ligne correspond à une cellule. Les lignes sont pas du tout ordonnées plutôt. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer que là, j'ai mis les lignes dans un ordre, mais l'ordre est purement arbitraire. Vous pourriez les envisager dans un ordre totalement différent.
ça ne va pas du tout avoir d'impact sur le rendu. C'est l'algo de la pivote du tableau croisé dynamique qui va devoir mettre les cellules au bon endroit en fonction des contraintes posées par les headers qu'on voit. La première ligne, par exemple, ça va être la première cellule. La deuxième ligne, ici, j'ai mis la deuxième cellule, mais ça pourrait être une autre cellule de la grille. Dans la config, comme je disais, les colonnes vont être les espèces et ensuite les poules, et les lignes vont être les années. Un truc assez intéressant à voir aussi, c'est qu'il y a des headers. Donc, par exemple, le header Sussex, qui est une espèce de poule. Ce header, on voit qu'il va être étalé sur 2 niveaux de header. Parce qu'en fait, Sussex et Bianca et Bernard sont des Sussex. Donc, les deux doivent être mis sous le header Sussex. C'est assez important. On parlera de span tout à l'heure, un tout petit peu plus tard dans la présentation, mais c'est assez important pour comprendre l'algo que je vais vous présenter très rapidement. Et ensuite, pour dernière notion qui est importante, c'est que chaque cellule elle a un chemin d'accès. Par exemple, la cellule 166, la première cellule qu'on voit, elle est sous Bianca, Sussex et 2020. C'est son chemin d'accès. C'est important, ça nous permettra de référencer nos cellules plus tard, qui est quelque chose d'important. Donc là, c'est une version très très simplifiée du code. Vous pouvez y accéder à Reactivity Comparison, qui est en bas. Je ne vais pas rentrer dans le détail total. Ce qui est important, c'est que ça prend les props dont on parlait, donc des lignes, et une config. Concrètement, c'est ce que je vous ai dit, des lignes qui sont une sorte de CSV, une config. À partir de là, on va constituer les headers. Donc finalement, tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que column header? Ça va être pour le premier niveau, je vais avoir, j'avais Sussex et Azure. Pour le deuxième niveau, je vais avoir le nom des 3 poules. Voilà. Les spans, ça va être le premier niveau, j'avais un header qui était sur 2 colonnes. C'est tout simplement cet algo-là qui va m'extraire le premier header, il est sous 2 colonnes, le deuxième sur une, etc. Et enfin, les passes, quels sont les différents chemins que je vais retrouver sur chacune de mes colonnes si je les lis une à une. Bref, à partir de tout ça, on peut faire une grille, la rendre, etc. Le détail, je vous laisse le voir au niveau de la présentation. C'était juste pour vous donner une brève overview de à quoi ça peut ressembler. Le code en lui-même n'est pas forcément important. Une fois qu'on a notre grille, par contre, ce qui est important, c'est qu'on va pouvoir jouer avec. Et ça, c'est ce qui nous intéresse dans cette présentation. Notre grille, on va lui rajouter des boutons. Ces boutons vont permettre de reloader la data. Et quand on reload la data, on met à jour les lignes qui constituent le CSV. La config de la grille, à proprement parler, ça sera toujours country, town et product. La config ne changera pas dans cet exemple. Maintenant qu'on a le code qui est disponible, on peut jouer avec. Donc, on a notre grille, on a les petits boutons au-dessus. L'un des boutons va permettre de rafraîchir la data. Donc, on appelle le back. Le back nous retourne la dernière data qu'il connaît. Vu qu'on est tout seul sur cette appli, ça retourne la même data. Et un bouton refresh one cell qui va juste updater la première cellule en haut à gauche. Ce qu'on peut voir ici, donc j'ai activé aucune optime ni rien. On a du React pur, React 18. Tout se re-rend tout le temps. C'est à peu près normal vu ce qu'on a vu tout à l'heure sur des cas plus simples. On s'attend à ce que tout re-rende. Mais heureusement, React Compiler est arrivé. On va quand même s'amuser avec. On va essayer. Je vais être assez rapide. En fait, c'est pareil. Enfin, tout re-rend. Alors par contre, ça rajoute pas mal de code. C'est sympa pour vos clients qui doivent télécharger le JS derrière. Mais tout re-rend. Et puis, ça doit exécuter un peu de code en plus, que le code n'est pas gratuit. Et donc, c'est un peu triste. Et c'est aussi intéressant pour la présentation, parce qu'on va montrer comment on a fait à Pigment. À Pigment, un des trucs qui était super important, c'est cette première ligne, le useState. Pourquoi c'est super important? C'est une API qu'on aime bien, en tant que développeur React, je trouve que cette API est intéressante. Elle est simple de prise en main et finalement, on aime bien cette API. Donc, on aimerait avoir un truc qui soit assez proche, qui nous retourne une valeur, un setter. Bon, useState ne va pas marcher parce qu'on a vu qu'il avait quelques problèmes, ou plutôt useState seul, il ne va pas suffire. On va créer un helper à nous. On va l'appeler useShell. useState, en fait, très simplement, pour revenir sur useState, il va prendre une valeur initiale, il va nous retourner la valeur plus un setter. Quand on va setter la valeur, il va nous retourner la nouvelle valeur et le setter. Même si vous l'appelez toujours avec bleu, il vous retournera vert parce qu'il y a une nouvelle valeur que vous avez passée dans le setter. Notre useShell, il est un tout petit peu différent. Il va nous retourner une valeur qui contient la valeur qui nous intéresse. Je dis bien qu'il contient la valeur qui nous intéresse. Quand on va setter la valeur, il va toujours nous retourner la même valeur, mais dedans, la valeur a changé. Et c'est la petite nuance par rapport à notre useState. Le useShell, à Pigment, on a utilisé quelque chose qui s'appelle un behavior subject. Pour ceux qui ont fait du Angular par le passé, vous pouvez potentiellement connaître ça. Ça vient de RxJS. Un behavior subject, pour faire simple, on va pas s'y intéresser plus que ça plus tard, mais c'est quelque chose qu'on peut observer. On peut observer son contenu et on peut accéder à sa valeur de manière synchrone. Et ça vient avec une valeur initiale. C'est tout ce qui nous intéresse dans le cas présent.
On va créer ce behavior subject, on va lui donner une valeur initiale et on va créer une fonction setter qui va juste mettre à jour le contenu de cette coquille, parce qu'on parlera de shell pendant tout le reste du talk, qui va mettre à jour la valeur de cette coquille. À partir de là, on manipule des shells ou des coquilles. Malheureusement, si on regarde ce code, là, on est embêté parce que les lines, c'est plus des lines qu'on reçoit, mais c'est des coquilles qui vont contenir nos lines. Donc, il va falloir faire quelque chose d'un peu différent. Vu que à cet endroit du code, on ne veut pas forcément accéder à la donnée pour l'afficher telle quelle, on va juste vouloir dériver cette donnée. Donc on a créé un autre helper. Dans le cadre de la présentation, je vais l'appeler useComputed, qui rappelle peut-être le computed que vous pouvez voir dans d'autres frameworks, qui va prendre une coquille ou un set de coquilles, un set de shell, et une fonction de transformation qui va nous permettre de créer une nouvelle coquille, finalement. useComputed, il va prendre une fonction de transformation. Dans le cas ici, bleu devient vert. Une coquille, ma coquille, elle contient une valeur bleue, et il va appliquer sur la coquille, il va créer une nouvelle coquille qui contient la valeur transformée. Comment on implémente ça? On crée premièrement une coquille, donc on utilise notre useShell de tout à l'heure, pour lequel on passe une valeur initiale qui est la transformation de la valeur actuelle. Ça nous fait notre coquille de base, mais il va falloir l'updater. Les observables, les shells, les coquilles viennent avec une fonction de subscribe, on va l'utiliser. On va faire un useEffect, on va utiliser un useEffect qui va subscribe à la shell, et dès que la shell notifie d'un changement, on va setter la valeur dans la nouvelle shell. Grâce à ça, on a notre fonction qui nous permet de dériver des shells en nouvelles shells. Pour l'instant, on a juste des shells. Et d'ailleurs, à l'échelle, ça va nous embêter parce que des fois, on a besoin de lire leur valeur. Donc, il va falloir lire la valeur à un moment ou à un autre. Que React aime bien notre truc, mais pour l'instant, on a bypassé complètement le process de rendu de React. Donc, on va vouloir accéder à cette valeur, notamment pour cette ligne, le columnspan.length, on va devoir y accéder. Donc, columnspan.length, on ne peut pas y accéder tel quel. Pour l'instant, on n'a qu'une shell, donc il va falloir qu'on la dérive pour calculer columndef, par exemple. Et à un moment, il nous faut cette valeur. Donc, il va falloir qu'on watch cette valeur. Il va falloir qu'on la transforme en un état. Donc, il nous faut un dernier helper qui va être le useWatch. useWatch, dans le cas de la présentation, va prendre une shell. Donc, dans ce cas-là, une shell qui contient une valeur bleue et nous donner un état qui est la valeur bleue. Comment ça marche? On va utiliser un hook assez mystérieux de React. Peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous ne le connaissez pas, qui s'appelle useSyncExternalStore, qui prend une fonction de subscribe, une fonction getSnapshot, et qui nous permet de dire, voilà, j'ai un store externe, subscribe à ce truc. La fonction de subscribe, assez simple, on utilise sur la shell la fonction subscribe, on appelle le unchange qui nous est fourni par React à chaque fois qu'on est appelé sur la subscription. Donc dès qu'une valeur change dans la coquille, on va appeler React en lui disant by the way, j'ai un changement. Et ensuite, on a une fonction snapshot qui est censée donner la valeur de manière synchrone. Et la fonction de snapshot, elle va juste lire dans la coquille de manière synchrone. Truc important, pourquoi cette fonction ne fait pas juste un return de read sync de la shell? C'est parce qu'on veut se connecter à React. À ce moment-là, on veut vraiment que React prenne en compte les rendus et les changements de valeur. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ce hook en fait, qui va dire, bon, maintenant, on a fait tout en dehors de toi, mais là, on a besoin que tu te reconnectes parce qu'à un moment, il va falloir que tu rendes quelque chose à l'écran. Et donc, c'est ce que fait cette fonction. On va faire comme on l'a fait tout à l'heure pour le React Compiler, on va jouer avec, on va voir si ça marche. Donc, on reprend notre exemple de tout à l'heure. Et on clique sur Refresh Data de manière compulsive, ça ne marche pas. Il n'y a pas de re-rendu à l'écran, rien ne se passe. Si on update one cell, vous pouvez peut-être voir sur l'écran que juste la petite cellule qui a été updatée se re-rend. Le reste n'est pas re-rendu. Avant de finir ce talk, je voulais juste revenir sur un dernier point. On a parlé pendant toute la présentation, j'ai parlé d'optimisation, de rendu. Potentiellement, ce n'est pas votre problème principal sur votre application aujourd'hui, peut-être ça ne le sera jamais. Un truc qui est super important et qu'on oublie souvent de dire, ou qu'on dit, je ne sais pas, c'est qu'il faut éviter d'optimiser un truc sans savoir ce qu'on optimise. Il y a des optimes qui valent le coup, d'autres qui ne valent pas le coup. Dans notre cas, c'était important de le faire. On a mesuré un réel impact sur des rendus, et c'est pour ça qu'on a optimisé ça. Il y a pas mal d'endroits où il n'y a sûrement pas d'impact avec les rendus. React est assez optimisé la plupart du temps. Il y a des optimisations qui font que ça marche bien. Et même s'il parcourt tous vos composants, potentiellement, ça se passera très bien dans tous les cas. Mais bon, peut-être qu'un jour, vous aurez des problèmes et à ce jour-là, peut-être que ça sera ça, peut-être que ça sera d'autres optimisations. Et voilà, c'est tout. J'avais oublié de le dire, on a un blog à Pigment, donc si jamais ça vous intéresse de lire un peu plus de ce qu'on fait à Pigment, il y a le blog. J'ai laissé des stickers pour Fast Check, s'il y en a qui sont intéressés, et j'en ai d'autres que ceux qui étaient sur les tables là-bas au fond. Voilà. Merci.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Merci pour ta presse. Je suppose que du coup à Pigment vous avez la boîte est plus vieille que la librairie Souchand. Je ne sais pas si tu connais. Et du coup ma question est si aujourd'hui vous deviez refaire la même chose, est-ce que vous l'utiliseriez et sinon pourquoi? Ouais, c'est une bonne question. Donc, au début, quand on a commencé à mettre en place ce genre de mécanisme, l'écosystème était très récent autour de ça. Il y avait Recall qui venait de sortir. D'ailleurs, Recall qui a potentiellement été, je dirais peut-être une source d'inspiration sur la manière de travailler. À l'époque où on a eu les premiers problèmes de ce niveau-là, on a envisagé Recoil. Ça n'a pas marché. J'ai pas réussi à le plugger. Je ne dirais pas que la lib n'a pas marché, peut-être que c'est la manière de le plugger. Et puis finalement, on est venu rapidement sur cette solution. C'était important de réagir rapidement. Les clients n'étaient pas contents là-dessus. On a mis en place la solution, elle coûtait pas très cher. Alors, le code que j'ai montré là, c'est pas du tout le code qu'on a mis ni en version 1 ni en version 2. On a un code qui était un peu différent dedans, mais c'est un code qu'on a mis rapidement en place parce qu'il fallait répondre à une urgence client et qui est pas si gros que ça. Et donc au début, on l'a fait, on a vu que ça marchait, on l'a gardé. Aujourd'hui, des solutions comme The Stand ou même Jotai ou d'autres solutions du même genre, on pourrait les considérer. Je me suis jamais vraiment posé la question de le changer aujourd'hui. C'est-à-dire que concrètement, la lib, là, ce que je vous ai montré, on l'a mis en lib en interne. Donc c'est un package séparé qui a sa couche d'absence. Il n'exporte pas ses internals. Donc le fait que ce soit un observable, c'est un internal. Demain, on pourrait être amené à changer ça et ça ne changerait pas le code utilisateur de Pigment. C'est-à-dire que dans Pigment, on pourrait tout simplement réécrire et mettre du The Stang s'il fait le taf directement dedans. Mais aujourd'hui, c'est pas une prio parce que ce code marche depuis 4 ans, je crois. Voilà. Mais ouais, ça serait une solution potentiellement évaluer les autres solutions avant de le faire à la main, quoi. J'ai une autre question si jamais. Ouais, j'ai une question suivante, c'est que du coup, s'il a 4 ans, il n'y avait pas Use Sync External Store, est-ce que du coup, ça a aidé ça vous a simplifié du code? Ou il y était déjà il y a 4 ans et je ne connaissais pas du tout? Ce qu'il y était peut-être. Après, je t'avoue que je sais plus. On l'a jamais utilisé. On l'utilise pas. Using External Store, concrètement, si je dis pas de bêtises, ça tue des optimisations du mode concurrent de React. Ça déope certaines optimes et on l'utilise pas parce que ça serait un peu tuer les performances d'un truc qu'on veut rapide. On a trouvé d'autres solutions basées sur des use state. En fait, on peut le faire avec un use state basé. C'est juste qu'après, il y a toute la problématique de comment synchroniser les composants pour pas qu'il y ait un offset. En fait, une des capacités qu'offre React et qu'on sous-estime pas mal, c'est que si deux composants vont se rendre avec le même état, ils vont avoir la même valeur au même moment. On n'a jamais de découplage entre deux parties de la UI. Et ça, c'est un truc qu'on peut facilement avoir si on essaye d'implémenter son state manager. On peut avoir un découplage entre un composant qui lie A et l'autre qui lie A à une frame plus tard, et donc qui pourrait être découplé. Dans notre cas, on n'a pas le problème, mais c'est des trucs qu'il faut faire gaffe, et c'est pour ça qu'en général, on passe par des libs qui l'ont fait et qui ont fait le taf quoi, de gérer ce genre de problématique. Il y a d'autres questions, j'ai vu devant. Ouais. Merci pour la présentation, c'était super intéressant. J'ai une question, est-ce que vous n'avez pas pensé à intégrer React et RxJS au lieu de refaire tout le code vous-même et réfléchir comment faire? Sur la question d'RxJS, on utilise RxJS directement derrière. On a vraiment dans le... Attends, je vais revenir sur le truc, mais on a vraiment à quelque chose près. Là, j'ai du code qui est vraiment simplifié par rapport à ce qu'on a, parce que dans le cas d'une présentation, ça serait plus compliqué, mais on a vraiment un truc qui est très, très, très proche de ça, en termes de création de notre shell. Et on utilise donc le behavior subject qui vient directement d'RxJS. Ça nous a permis aussi de trouver des bugs dans RxJS, concrètement, parce qu'il y a quelques bugs dans RxJS. Notamment des problèmes de performance dans RxJS qui nous ont coûté très très cher et qui sont fixés maintenant. Voilà. Mais non, on utilise RxJS parce que pour le coup c'est une lib qui tourne depuis des années, qui est assez optimisée, même s'il y avait quelques problèmes de notre côté. Et on n'allait pas réinventer cette lib. Elle marche bien. Merci. De rien.
Merci pour la presse. Une autre question sur la perf. Est-ce que vous virtualisez votre grill dans votre pseudo Excel que vous avez parce que tu parlais de plusieurs millions de cells. Même si vous faites des optimisations de stealth, il faut virtualiser à un moment ou à un autre, je pense. Ouais, non, la virtualisation, c'était la première optime qu'on a fait dès le début. Pour ceux qui connaissent pas au cas où la virtualisation, le principe, c'est de ne rendre réellement, de ne faire le render que des cellules visibles. Donc là, dans mon cas, tout s'affiche à l'écran. Mais il faut imaginer que s'il y avait des millions de lignes en plus, il y a des libs comme React Virtualize, je crois qu'on utilise, ou React Windows, je ne sais plus, qui font ça. Et finalement, elles vont vous donner les cellules visibles et vous allez pouvoir dire là, rends-moi ça. Et puis celles qui sont en dessous, vous ne les rendez pas. Avec certaines fois des optimisations qui consistent à rendre déjà une ligne à l'avance pour que quand l'utilisateur ou l'utilisatrice va scroller, on va déjà avoir cette ligne rendue. Mais ouais, ça a été une des premières optimes qu'on a fait. D'ailleurs, sur les listes ou sur les grandes grilles, c'est un truc recommandé. Je crois que c'est React Window qu'on utilise. Et sur React Window, il y a un mode XY qui permet de virtualiser en X et en Y. Souvent, on a des listes virtualisées, mais là, c'est aussi de ce côté-là. Ouais, c'est un des premiers challenges, sachant qu'en plus on a du merge ici, qui est quelque chose qui n'est pas géré par la lib de base. Et donc voilà. Mais oui, c'est la toute première optime à faire, c'est vraiment ça. Je pense sur ce genre de cas de grille énorme. D'autres questions? Non, moi j'en ai une dernière du coup. Est-ce que vous avez pensé à open sourcer cette librairie que vous avez du coup externalisée? On me l'a jamais posé celle-là. Non, en plus on me l'a jamais posé. En vrai, la question d'open sourcer la librairie, elle est à proprement parler, elle est dans un paquet séparé. C'est-à-dire qu'on a du monorepo front et on a séparé cette lib sur le côté comme d'autres parties du code Pigment pour qu'il puisse être indépendant et potentiellement un jour open sourçable. Après, en l'état, aujourd'hui, elle est pas je pense pas qu'on l'open source demain. Pour une raison simple, c'est qu'il y a un coût à le faire. Notamment mettre en place tout le process de comment tu releases ce paquet open source. Je parle en connaissance de terme avec FastCheck, mais mettre en place tout ce cycle, on va dire, de release, et puis gérer aussi toute la partie maintenance, non-breaking, et puis gestion d'issue. Aujourd'hui, on a tout sur un monorepo front et back. Si on voulait open sourcer le code, il faudrait potentiellement sortir la lib à l'extérieur, mettre en place des trucs un peu plus compliqués qu'on ne veut pas aujourd'hui pas payer le coup pour. Je pense. Mais ça serait envisageable dans le sens où le code à proprement parler est découplé du reste de l'application. Ok, merci. Et du coup, question, si jamais vous le faisiez, est-ce qu'il y aurait des features que justement il n'y a pas dans d'autres libs qui sont déjà populaires? Est-ce que voilà, je comprends pourquoi vous avez aucune raison de changer, mais est-ce que à l'inverse, il y a des features que tu trouves intéressantes dans votre package qui n'existent pas, que tu trouves pas en open source? J'ai un des trucs que j'ai... Alors, je sais pas, j'ai pas regardé en détail l'écosystème depuis un moment parce qu'on n'a pas eu le besoin. Donc, je réponds en marchant un peu sur des œufs. Mais un des trucs qui est assez intéressant sur l'option qu'on a, c'est que vraiment l'état, il est au niveau du composant. En fait, on a une sorte de... Je dirais que c'est comme un store Redux qui serait monté, qui serait scopé à un composant et auquel on peut accéder plus bas. C'est pas un store parce qu'il n'y a pas de toute la partie store, mais c'est vraiment des valeurs qui sont attachées à un composant, comme un état est attaché au composant. On n'a pas un atome, par exemple dans le cas de Jotai, on a des atomes qui sont globaux à l'extérieur. On a vraiment quelque chose qui est local au composant, donc c'est-à-dire que chaque composant, par exemple celui-là, pourrait avoir ses propres valeurs observables ou pas. Je ne sais pas si des libs le font aujourd'hui. À l'époque, c'était un des trucs qui n'existait pas trop et qu'on n'avait pas trouvé. Je dis pas que ça n'existe pas hein, sur... Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? D'accord. Merci Sylvain. Merci.